Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle d'un des trucs que j'ai eu il y a quelques semaines, ça doit déjà faire un mois ou deux même. Un des objets que j'avais reçu en échange avec des jeux de Sega, avec une personne que je connais sur mon serveur Discord qui s'appelle Zerek. Et si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement vu que, hop, j'ai reçu un Glide Pad modèle 2260. Qu'est-ce que cette chose? Eh bien, il s'agit d'une tablette. Si vous avez vu la vidéo de LGR justement sur sa petite tablette Samsung, ça ici, ça y ressemble beaucoup, sauf que celle-là est un peu mieux équipée et est beaucoup plus solide. Le châssis est en magnésium, donc du métal très lourd, et le contour de l'écran aussi l'est. Donc c'est vraiment un bon gros bestiau. Bien entendu, l'avant a un écran tactile et ça utilise ce petit crayon tactile. D'habitude, il vient avec une corde, mais pour les besoins de la vidéo, je l'ai retiré pour pas que ce soit dans les jambes. Et voilà, c'est une tablette. Donc, qu'est-ce que c'est que cette machine-là au niveau des spécifications? Donc, à l'intérieur, on a un 386 SL à 25 MHz. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ce processeur-là? C'est un processeur 386 qui supporte de base d'avoir de la cache. Ce qui fait donc que vous pouvez ajouter de la cache assez facilement. Il supporte jusqu'à 64 kilooctets de cache. Tandis que pour les autres 386, faut que ce soit le chipset qui supporte la cache, si je me souviens bien. Donc là ici, c'est le processeur qui s'en occupe directement. Et donc dans cette machine-là, il y a 60 kilooctets de cache, L1 bien entendu. On a 4 mégaoctets de mémoire vive, qui peut aller jusqu'à je ne sais pas combien. Dans celui-ci, on a 4 mégaoctets. Faudrait que je regarde pour voir si je pourrais pas en faire 8. Je vous montrerai un aperçu de la carte mémoire. On a sur les côtés ici, hop, on va essayer de faire ça comme ça. Sur les côtés ici, on a une prise modem. On a la prise propriétaire qui sert à connecter le lecteur de disquette et le port parallèle. Du moins, c'est les deux extensions que j'ai. Il y en a probablement d'autres qui existent. On a le bouton d'allumage. Et ici, on a une trappe pour mettre des cartes PCMCIe de type 1. Attention, c'est que les types 1, donc celles qui sont super minces. Donc, si vous avez une carte PCMCIe qui a la moindre petite bosse dessus, c'est que c'est pas du type 1, ça ne rentrera pas à l'intérieur. De ce côté-ci, hop, on a les molettes pour ajuster le contraste et la luminosité de l'écran. Sur l'écran, j'y reviendrai aussi. On a un stylet, ça aussi j'y reviendrai. Donc, ça c'est tout pour cette partie-là. À l'arrière, on a une petite trappe. Hop. Et vous pouvez voir qu'on a ici un port série et un port VGA, donc c'est superbe. Donc vous pouvez l'utiliser ce genre de machine-là pour faire des présentations et tout, ça va super bien. Et ici on a la pile qui se retire en tirant ça et voilà. Je vais mettre l'ordinateur de côté. Hop, je vais vous montrer un peu la pile. Donc on va faire un petit zoom si la caméra le veut bien. Voilà, donc il s'agit d'une pile, d'une batterie avec des piles rechargeables au nickel cadmium. Donc ça c'est maintenant illégal, ces piles-là. Et elle a une capacité de 1.4 ampères-heure pour 9.6 volts. Et vous pouvez voir ici, on a les petits connecteurs en or, plaqués or, et la connectivité qui ressemble énormément à le genre de connecteur qu'ont Apple sur leur ordinateur.
Ben, comme le pour port série, je veux dire. Et hop, sur le glide en lui-même, vous pouvez voir que on a les connecteurs ici. Voilà. Et ça, c'est la seule façon d'alimenter le glide. Donc, vous êtes obligé d'avoir la pile d'insérer à l'intérieur. Sinon, vous ne pourrez pas alimenter le glide, à moins que vous bidouillez un truc et que vous vous branchez directement là-dessus. Mais là, je sais pas trop qu'est-ce qui fournit quoi pour le courant. Et vous pouvez voir qu'on a deux gros supports en métal ici, là, pour supporter la pile. Donc, ça, c'est très, très bien fait. Et, ben, c'est pas mal tout pour la partie externe. Pour ce qui est du stylo, je vais maintenant passer à la vue sur la table. Donc, je reprends. Bien, voilà. Donc, ici, on a le stylet, le stylo, appelez-le comme vous voudrez. On a, à son extrémité, une petite pointe en plastique qui vient appuyer sur un bouton à l'intérieur pour savoir quand vous appuyez sur l'écran. Donc ça, si vous le perdez, le stylet devient inutilisable. Vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc si votre stylet vient sans cet embout-là, ben, vous pouvez le considérer comme inutile. Vous pourrez peut-être imprimer ça sur une imprimante 3D, mais il va vous falloir une imprimante 3D qui est capable de faire des lignes très fines, parce que ça, c'est vraiment très petit. Là. On doit avoir un genre que 2-3 mm de large, même, non, ça doit être ça, 1 mm de large même. Donc, 1 ou 2 mm de large, et il faut que ça rentre à l'intérieur. Donc, voilà. Le stylet, un bouton. Voilà. Donc, le bouton, c'est ça dépend des applications. Il y en a qui le supportent, il y en a qui le supportent pas du tout. Donc, ou vous pourrez peut-être même le programmer dans certaines autres applications. Et ce stylet n'est pas, c'est pas un écran résistif, donc comme vous l'aurez compris, parce qu'il y a des boutons. Donc, c'est alimenté par deux piles. Donc, hop. Voilà, deux piles rondes. Je me souviens plus de leur taille, mais c'est des piles assez petites. Et le tout dans un capuchon qui se visse. Et vous le verrez pas, mais c'était craqué ici et ici. Donc j'ai mis de la colle à plastique et ça s'est pas défait. Donc ça a très bien fait son travail. Donc le stylet est en lui-même est réparé. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Je vais donc aller chercher d'autres trucs en rapport avec le glide. Je reviens. Bien, donc ça vient de popper sur la table. Donc j'ai les accessoires que j'ai avec le glide. Il manque les disquettes, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Là, c'est pas très très important. Donc ici on a l'alimentation. Donc comme vous pouvez voir, il est inscrit glide dessus. C'est superbe. C'est une magnifique alimentation. Le boîtier est en métal et le dessus est en plastique. Et c'est super simple d'accéder à l'intérieur. Vous dévissez les vis qui sont dans les pattes. Donc même pas besoin de les arracher. Vous avez juste à mettre le tournevis dans les pattes. Et je crois même que... Ah, est-ce que ça fait? Je vais peut-être même pouvoir vous montrer l'intérieur du bloc d'alimentation. Je vous montrerai pas l'intérieur du glide. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus pour la réparation, de 1. Et de 2, le ruban est beaucoup trop sensible. Donc, je vais pas y toucher à moins qu'il y ait un problème. Donc, je referai peut-être une vidéo de l'intérieur du glide quand il y aura un problème. Parce que là, pour le moment, il va bien et tout. J'ai rajouté un ruban adhésif noir qui ajoute de la pression sur le câble. Mais ça, c'est juste une réparation temporaire. C'est un problème inhérent à la technologie. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça sur le glide. Mais là, on se retrouve avec un câble flexible qui fait n'importe quoi au fil du temps. C'est juste pas possible. Bien. Donc,
Ça, c'est l'intérieur. Donc, je suis pas un expert en alimentation, franchement, mais bon, ça a l'air d'être la partie primaire. On a le rectifieur ici et on a, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est coil en anglais, mais bon, ah oui, le transformateur. Le machin, il fait un gros bruit, un silement. Donc, je sais pas si à l'intérieur, il y a un fil qui est sectionné et ça fait un bruit d'arc électrique. Je saurais pas dire. Mais l'alimentation en elle-même fonctionne très bien. C'est juste qu'elle fait un bruit aigu. C'est une lime à découpage, bien entendu. Donc, voilà. Qui peut fournir entre 8 et 16 volts à 2 ampères. Ce qui donne environ une trentaine de watts. Là. Ils disent de ne pas dépasser 30 watts. Et c'est une alimentation multi-tension et cycle sur la ligne. Donc, vous pouvez être en 50 ou 60 Hz, entre 120 et 240 volts. Bon, ça n'inclut pas le Japon. L'alimentation a été faite la 20e semaine de 1993. Et ça nous dit ici qu'à 120 volts, ça va à environ 400 Hz. Je ne sais pas si c'est la partie découpage qui va à 400 Hz, mais ça doit être pour ça que j'entends la machine en fait sciller, peut-être parce que c'est fait juste aller à 400 Hz, mais ça je ne saurais pas dire. Ah, et ici à l'avant, on a une petite diode. La diode s'éteint quand je la branche sur le grid. Je ne sais pas si c'est parce que l'alimentation commence à être un peu faiblarde au niveau de l'alimentation qu'elle peut fournir et que ça éteint la DEL, ou que la lime fait juste fermer la DEL et elle l'ouvre quand l'ordinateur a terminé de charger. Ça, je ne saurais pas dire parce que la pile est juste complètement morte. Donc ici on a le connecteur classique pour PC, pour l'alimenter. Et ici on a un petit connecteur qui ressemble à ça ici. Donc c'est très bien, c'est une alimentation modulaire, donc c'est rien de nouveau. Mais il n'y a que 2 fils, vous me direz. Donc vous branchez ça ici, vous branchez le secteur au derrière et vous branchez la pile dessus. Et c'est tout. Et quand vous avez terminé, vous retirez le fil, vous le débranchez, vous l'enroulez. Comme ça, c'est bien comme technique. Pourquoi? Parce que les gens, d'habitude, ce qu'ils font avec leurs alimentations, c'est que le câble dépasse et ils l'entourent comme ça. Ça fait un gros stress sur le câble ici. Donc, de pouvoir le débrancher comme ça, hop, vous faites juste, hop, l'enrouler un petit peu. Vous le mettez dans un coin, dans un sac de transport. Et voilà, c'est tout. Donc, on a ici un autre truc qui va avec le grid. Il s'agit du lecteur de disquette qui utilise un connecteur propriétaire. Comme vous pouvez voir, c'est le connecteur qui s'en va là. En gros, c'est un connecteur 26 broches. Pourquoi 26 broches? Parce que le lecteur de disquette utilise un connecteur 26 broches. Donc, je vais démonter le lecteur. Et il va me falloir un tournevis. Combien de pourcentage de pile je suis? 54, ça doit être bon. Est-ce que je peux... Ah oui, je peux les diviser. OK. Donc, je vais parler un petit peu des lecteurs de disquette. Donc, vous êtes tous habitués... Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Vous êtes tous habitués au lecteur de disquette classique, quoi. Il s'agit d'un petit Mitsumi. Et bon, il est un peu sale, mais ça revient au même. Donc, vous connaissez tous les lecteurs de disquette classiques. Voilà, on a le connecteur 34 broches ici et l'alimentation. Or, sur les portables, fut un moment où, bon, certes, ces lecteurs-là étaient utilisés dans les portables, mais il fut un moment où, il fallait commencer à réduire la taille des portables. Et le lecteur de disquette devient un problème. Donc, une des premières révisions de lecteur de disquette pour portable, c'est ça ici. Vous pouvez voir, c'est beaucoup plus mince. Donc, voilà.
Ça fait à peu près il y a à peu près le tiers de moins en épaisseur. Et c'est la première révision qui a été faite pour les portables. Et vu que le lecteur de disquette en lui-même utilise pas les 34 broches sur le lecteur, les gens ont fait on va juste faire passer l'alimentation par le câble et le reste des données dans le câble aussi, et tout ce qu'on n'a pas besoin, on le retire. Donc, on se retrouve avec un lecteur de disquette qui a 26 broches. Et ça n'a rien de nouveau encore, puisque, en fait, c'est un standard. Donc, au début, je croyais que c'est un truc propriétaire. En fait, il n'y a que ça ici qui est propriétaire, quoi. Mais le lecteur lui-même utilise un connecteur classique pour les portables. Et ils vendent un convertisseur qui permet de brancher un lecteur de disquette classique en 34 broches sur un connecteur en 26. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le lecteur de disquette, il est mouru. Plus sérieusement, les têtes de lecture ont été désalignées, le métal est plié. J'ai essayé pendant des heures de replacer les têtes, mais c'est juste mission impossible. Il n'y a aucun alignement que j'ai pu faire qui a fonctionné à long terme. Ça veut juste pas. J'ai nettoyé les têtes, j'ai essayé de réaligner les têtes, j'ai réaligné le chariot, j'ai tout démonté à plusieurs reprises, nettoyé. J'ai mis la courroie, j'ai fait bouillir la courroie pour m'assurer que c'était pas la courroie qui était trop étirée. Donc j'ai fait un test avec un programme, le moteur tourne à 305 RPM, ce qui est déjà beaucoup trop, mais ça devrait pas être ça le plus gros du problème. Donc le lecteur de disquette est juste incapable de lire des disquettes. Donc voilà. Il y a donc ça, bon, c'est un standard, mais le problème, c'est que ces lecteurs de disquettes-là sont très durs à trouver. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les portables d'habitude, ou externes comme ça, et les gens, ils s'en sont débarrassés au fil du temps. Donc trouver ce genre de lecteur-là, c'est vraiment pas facile, et ceux qu'il y a sur eBay sont très chers. Les gens demandent 100$ pour un lecteur de disquette, c'est juste obscène. Je veux dire, c'est tellement d'argent que ça coûte plus cher de s'acheter ce genre de lecteur de disquette là que de s'acheter un de ces gros machins là pour les Apple II. C'est n'importe quoi sur eBay. Les gens savent juste pas vendre leur objet. C'est juste obscène. Et voilà. Donc le lecteur de disquette n'est pas fonctionnel. Je vais peut-être acheter le convertisseur à un moment ou à un autre. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Donc, on va passer au glide. Donc, il nous reste à parler de quelques trucs. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est joli, c'est en angle. Donc, l'écran. L'écran, je crois, a une diagonale de 9 pouces ou 10. Et c'est un écran noir. J'essaie de me rappeler du nom. C'est un écran CSTN en noir et blanc. Et c'est un écran en dual scan. Donc ça veut dire que l'écran est séparé en deux. Et il y a une moitié qui est affichée et une autre moitié qui est affichée aussi par chacun sa circuiterie. Ce qui fait donc en sorte que quand vous allez avoir du texte qui va apparaître, il va y avoir des lignes fantômes qui vont apparaître et ils vont arrêter à la moitié de l'écran. Parce que l'autre moitié n'est pas actualisée par le reste. Donc ce genre d'écran-là, c'est pas fameux, mais voilà, ça fait le travail. Ces écrans-là ont aussi une très grosse latence. C'est pas la pire latence que j'ai vue. La Game Boy reste la pire console, le pire écran que j'ai vu jusqu'à présent encore. On a quelques diodes d'activité, donc pour le disque dur, la pile et pour la mise en veille. Donc oui, cet ordinateur-là a des fonctionnalités. Je crois pas que c'est APM.
mais a des fonctionnalités de mise en veille et d'économie d'énergie, puisque c'est un 386 SL, donc voilà, c'est fait pour les portables et que ça consomme moins. Donc, on peut donc, en appuyant sur un bouton, l'ordinateur va fermer le disque dur et se mettre en veille. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là pour le moment. Vous pouvez, bien entendu, voilà, dessiner sur l'écran et tout. Donc, je vais donc vous montrer l'attraction principale de cet écran-là. Ben, pas de cet écran-là, mais de cette tablette-là. C'est que on a deux boutons sur le côté. Si j'appuie dessus, hop, l'écran se met à se lever, s'articule et vient se clipser comme ça. Et on a maintenant un... On va ajuster, voilà, maintenant vous voyez, on a maintenant un magnifique clavier, ben magnifique. Je vais vous montrer un peu, je vais écrire des trucs. Donc voilà. Le clavier ne fait pas énormément de bruit, je veux dire, à moins que vous tapez super fort. Voilà, mais juste taper comme ça, ça fait un petit bruit de clavier à membrane. Voilà, j'ai presque envie. Il est très tactile, le clavier. On doit voir que 4 mm, 3 mm de parcours. Donc le caoutchouc est assez tactile. Et voilà. Donc c'est pas le meilleur clavier, c'est pas le pire non plus. Les touches fonctionnent toutes bien. J'ai pas eu besoin de le huiler, donc il y a légèrement un peu de... La touche devient légèrement un peu plus dure à appuyer si on appuie sur le côté. Mais pour le reste... voilà, ça fonctionne super bien. Donc, ça fait un bon petit clavier. Donc, si vous êtes, par exemple, sur la route ou autre truc et vous voulez pas avoir votre crayon et taper sur le clavier virtuel à l'infini, vous le mettez sur votre genou et vous tapez comme ça ou sur une table. Et quand vous avez terminé, vous relâchez le système, vous repliez la tablette, la clipsez, et vous pouvez reprendre votre truc, comme par exemple dessiner ou vous occuper de la gestion de matériel, faire des signatures, ou peu importe ce que faisaient les gens à l'époque avec une tablette de ce genre. Je vais vous montrer un peu comment l'arrière apparaît. Hop. Vous avez... tout est en métal, hein, donc... vous avez le support ici, et ça vient se clipser. Et comme je dis, hop, tout est en métal, donc ça ici c'est en métal aussi. Et ce qui retient l'assemblage, ce qui le fait clipser est en métal aussi. Donc c'est superbement solide, donc à moins que vous échappiez l'ordinateur par terre, ça va pas briser. Et d'ailleurs, j'adore ce système-là, parce que déjà de 1, vous pouvez ajuster l'écran, en fait, sans avoir à le clipser. Donc, voilà quoi, c'est superbement bien. Vous pouvez taper. Et continuez d'avoir l'écran. Ça peut bouger. Et vous voyez, hop, l'écran reste à peu près au même endroit. Donc, vous pouvez le placer comme ça. Bon, après, il y a une limite, là. Comme par exemple, si ça tient plus. Mais vous pouvez changer l'angle de vue de façon assez raisonnable. Pour être ajusté à votre utilisation. Donc ça c'est assez bien. Et l'autre chose aussi, c'est que il n'y a pas de stress sur les pentures. Les portables de l'époque ont tous un problème en commun, c'est que les pentures brisent ou ont un jeu et l'écran est plus maintenu en place. Tandis que ça ici, on n'a pas de stress, ce sont que des pentures qui sont complètement libres et bien huilées, comme vous pouvez voir. Et il n'y a qu'un petit ressort en fait à l'arrière pour quand vous appuyez sur le bouton, le ressort pousse un peu l'écran et vous pouvez le soulever. C'est le seul truc qu'il y a. Donc, franchement, ce système-là va superbement bien, il n'y a pas de stress sur les pentures et c'est pour ça que ça tient toujours aujourd'hui.
Donc, on va maintenant passer à la partie de test. Donc, je vais brancher le glide. On va lui remettre sa pile. La pile est assez simple à remettre. Hein. Hop, vous poussez ça ici. Vous rentrez la pile. Hop, j'ai dit rentrer la pile. Vous reclipsez. Et tada! Tout est placé. Donc, je vous avertis à l'avance. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais le bloc d'alimentation fait un bruit aigu. Donc, le micro va probablement le prendre. Je suis désolé si vous entendez ce bruit-là, mais j'ai pas vraiment les moyens de l'enlever. Je vais pas me mettre à faire du traitement de son juste pour enlever ça. Donc, les vidéos me prennent déjà assez de temps comme ça à faire, surtout que, comme vous le savez, le loup ces temps-ci, depuis quelque temps, n'a pas vraiment la forme à faire des trucs trop compliqués. Donc, ça va être comme ça. Donc, hop. Sachez que quand je vais démarrer l'ordi, le bruit va être un peu moins présent. Donc, on va démarrer l'ordinateur. Voilà. Donc, vous êtes déjà tout bien placé sur l'écran. Et est-ce que je peux avoir une meilleure mise au point? Et c'est correct. Bon. Donc, le stylo fonctionne toujours. Je vais insérer le disquette zip. Et pour voir, je l'ai modifié un peu. C'est dit MS-DOS te salue et tout et tout. Hop. Ok, ça c'est bien. Je vais vous montrer un peu la partie tactile. Donc, comme vous pouvez voir, toutes les zones fonctionnent super bien dans cet ordinateur-là. Et c'est instantané. Donc, l'ordinateur suit très bien votre mouvement. C'est instantané. Alors que c'est un 386 SX, il y a des ordinateurs qui sont sortis après ça qui avaient une latence énorme pour le dessin, alors que c'est un ordinateur de 1992. C'est pour dire comment la technologie parfois est faite avec le cul, même de façon moderne. Donc, on va quitter ça. On va aller... oh. Voilà. Je suis pas direct devant, donc c'est un peu dur d'appuyer. Donc, je vais taper deux premières lettres, donc I, O. Et j'ai installé un petit programme. Je m'assure que la mise au point est toujours correcte, oui. J'ai installé un petit programme qui fait l'autocomplétion, pas l'autocompression, l'autocomplétion. Donc, j'appuie sur Tab et ça m'affiche le premier truc qu'il trouve qui est en rapport avec ce que j'ai écrit. Donc, je fais entrer. Ça va installer le pilote. Donc, je vais copier le fichier sur le disque dur, puisque là, en ce moment, c'est sur la disquette zip. Et pour faire les tests, je dois démarrer MS-DOS en mode... j'oublie toujours les noms des modes. C'est le mode... c'est protégé, je me souviens plus. En tout cas, le mode sans rien charger de base, là, donc directement du MS-DOS pur. Donc, je vais laisser ça se faire. Bien entendu, ça va être un peu long. On est sur du port parallèle. Donc, je vais laisser ça se faire et je reprends après. Bien, donc pendant que ça se copie, je vais en profiter pour vous montrer les disquettes que j'ai eues avec. Donc, ce sont les disquettes officielles que j'ai eues avec la machine. Il faudra remercier Zerek de les avoir préservées. Ces disquettes-là sont tout bonnement introuvables sur Internet. Donc, c'est pour ça que dès que j'ai reçu le portable, après l'avoir réparé, le premier truc que j'ai fait, c'est faire des images des disquettes. Parce qu'il faut absolument pas attendre que la disquette devienne mauvaise avant de s'en préoccuper. Donc ici, on a les utilitaires et les diagnostics. Donc, c'est assez utile. Le seul problème, c'est que, bon, on a tous les utilitaires qu'il y a dans le glide. Le problème, c'est que le taux.exe et le config.bat sont pas à l'intérieur et j'ai pas trouvé d'exe pour refaire le taux.exe.bat et le config.sys. Donc, je comprends pas trop l'idée d'avoir ces utilitaires-là si on n'a aucune documentation pour savoir qu'est-ce qu'il faut charger dans l'ordinateur et quels paramètres il faut ajouter à chaque programme pour savoir quel paramètre il faut mettre au programme pour qu'il puisse faire ce qu'on veut.
Donc ça, je trouve ça un peu débile, mais sinon, on n'a pas non plus les EXE pour les disquettes, les disquettes maîtres, parce que les disquettes maîtres est supposé les avoir, et l'EXE pour faire les disquettes maîtres est dans l'ordinateur. Donc ça aussi, ça a été préservé. Donc j'ai pu refaire les disquettes maîtres. Et on a ici l'installation pour Windows 3.1, donc l'installation officielle sur 6 disques. Donc voilà. Et tous les disques étaient bons, heureusement. Et à l'intérieur, on a les pilotes spécifiques pour le grid. Et voilà. Sinon, sans ça, ce serait juste une installation normale pour de Windows 3.1. Donc oui, il y a la gestion d'économie. Donc, on peut voir, la lumière s'éteint quand il passe 2 minutes, je crois, ou 5, sans rien faire. Donc, ça ici, donc ça c'est disponible sur win3x.org. Et ici, on a le Microsoft Windows for Pen Computing 1.0 qui est lui aussi disponible sur win3x.org. Et bien entendu, ces deux disquettes-là étaient elles aussi en parfait état, Dieu merci. Je vais vous montrer là, le CPU, donc c'est HK CPU. Donc comme vous pouvez voir, il s'agit bel et bien d'un 386 à 25 MHz. Et on va aller dans notre bon ami 3D Bench, c'est des 3D BENCH. Voilà. C'est non pas CD 3D BENCH. Hein? Donc cet ordinateur-là, comme je vous disais, c'est un 386 SL à 25 MHz. Donc ça en 1992, 91, 93, dépendamment de quand vous avez acheté la machine. C'était une bête assez raisonnable au niveau de la puissance. Mais pour un portable, là, parce qu'en 91, 92, 93, les gens commençaient à avoir des 386 40 MHz, des 486 à 33 et 66 MHz. 66 MHz, c'est sorti quand? Peut-être pas 66 MHz, en tout cas, les gens commençaient à s'équiper en 486 à 16, 25 et 33 MHz. Et le 386 était assez populaire en sa version 40 MHz. Et là, on a un portable en 386 à 25 MHz avec de la cache qui fonctionne assez bien. Donc là, on a 8.4 au niveau du score. Donc, pour vous situer sur mon 386 SX à 25 MHz, j'ai 8.1. Donc là, on a 3.3 de plus avec cette machine-là. Donc la cache fait pas un excellent travail, ça l'aide un peu, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Donc on va faire échappe. Ou entrer, non, échappe, voilà. CD, point, dire. On va aller voir dans notre ami Top Bench, donc CD, T-O-P-B-E-N-C-H. T-O-P-B-E-N-C-H. Donc là, vous allez remarquer un des problèmes qu'il y a avec le fait d'avoir un écran noir et blanc. Donc théoriquement, c'est pas un écran noir et blanc, c'est un écran avec 16 nuances de gris. Donc, mais vous remarquez qu'on ne voit pas du tout où est le curseur. Donc c'est un peu dommage. Et vous pouvez voir ici qu'on a un résultat de 45. Je sais pas trop pourquoi. Sur le 386, j'ai un résultat de 50 piles. Ici, j'ai 45. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui peut ralentir. Je suppose que c'est peut-être la carte vidéo. C'est une Cirrus Logic. Pourtant, ça devrait pas être de la grosse merde. Mais, sur cette partie-là, l'ordinateur est plus lent que le SX que j'avais. Tandis que pour 3D Bench, il était plus rapide. Donc, on va aller dans SPEDSX. Donc là, il va nous manquer des données. Parce que j'ai pas plus de 4 mégaoctets. Ah non, CD, CD.
Donc j'ai pas 4 mégaoctets de mémoire. J'ai pas plus, pardon, 4 mégaoctets de mémoire. Donc le programme pourra pas faire certains tests. Mais j'espère qu'il pourra faire. Donc on voit ici que la carte est pas en VESA. C'est pas une carte qui supporte le VESA. Donc ça doit être pour ça en fait qu'on a des ralentissements. La carte vidéo a pas l'air magnifique dans cette machine-là. Et lentement mais sûrement le 386 avance dans les pourcentages. Donc je vais mettre ça sur pause et je reprends. Bien. Donc les tests ont été terminés. Malheureusement, on n'a pas de vitesse de la mémoire. Comme je vous ai dit, il n'y a pas assez de mémoire. Mais j'ai un autre programme, je crois, qui s'appelle Cache Check, qui permet de vérifier et la vitesse de la cache et la vitesse de la RAM. Donc j'essaierai d'aller le chercher tout à l'heure pour le faire fonctionner. Donc le processeur a un résultat de 3.92, ce qui est légèrement supérieur au SX qui était à 3.42, je crois. Et le disque dur a un résultat de 11.29. On est à peu près égal à un petit Seagate de 407 mégaoctets. Le disque dur a un peu de patate. La vitesse de rotation est 3200 rotations par minute. Le temps de seek est entre 13 millisecondes et 21 millisecondes. Le random est à peu près 12 millisecondes. Le piste à piste est à 1.07 millisecondes. C'est pas trop pire. Le random access time 25 millisecondes. Le random access time... le buffered read speed, donc 1.2 mégaoctets seconde. La vitesse de vérification 300 kilooctets seconde. Et la vitesse de lecture 842 kilooctets seconde. Ce qui est pas trop mauvais. Le disque dur est capable de suivre avec le processeur qu'il y a, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Donc vraiment, c'est pas le genre de truc où vous mettrez une carte CF et vous aurez un gain de performance énorme. Ce genre de machine-là, peu importe la vitesse du disque dur, la vitesse de la machine en elle-même va rester grosso modo la même. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer pour cette partie-là. Donc on va quitter. Donc, CD. Dire /w voilà. Quel autre programme je vais vous montrer? J'avais essayé Landmark, il me semble qu'il avait planté, mais j'étais pas dans le même mode, donc CD LAND dire speed 600, donc SPED 600. Voilà, donc il ne reste plus qu'à espérer que ça va pas planter. Et ça semble avoir planté. Je sais pas qu'est-ce que ce programme a. Donc on n'a pas de sortie vidéo. C'est un peu dérangeant. Bon. Il faudra faire avec ça. Et bon, ok. Ah ouais. Donc, Landmark fait planter l'ordi, c'est magnifique. On va aller s'amuser un peu avec Doom. Time, démo. Je crois que iTreason utilise démo 3, démo 3 pour sa démo. Donc, je vais vous laisser regarder ça pendant quelques secondes et après ça, je mettrai sur pause pour vous épargner la lenteur de la machine. Mais c'est presque jouable. Juste un peu le contraste pour vous. Voilà, c'est le mieux que je peux vous donner. Donc, je vais laisser ça se faire et je reprends.
Bien, donc, on a 25 833. Donc, si je me souviens bien, on fait 2, 1, 3, 4, divisé par 2, 5, 8, 3, 3, fois 35. Ça fait 2,89 FPS. Donc c'est une TI 80. Vous devrez excuser la qualité d'image complètement affreuse. Donc, yeah. Et si je fais cd dire /w, est-ce qu'il reste un programme? Là, j'ai besoin de ça plus noir pour mes propres yeux. PCBH, quoi, Spitis, ok. Donc, point. Donc, je dois recharger le pilote Omega. J'ai retrouvé le fichier cache check qui va nous donner la vitesse de la RAM. Donc, non, D, il n'y a pas le pilote de charger, donc D. Voilà, CD, C-A-C-H-E-C-H-K, C-O, C-A-C-H-E-C-H-K. Voilà. Donc, je vais laisser le test se faire. Ça devrait prendre 1 minute, grand max. Donc, je le reprends quand c'est terminé. Bien, c'est terminé. Donc, ça nous dit que la machine a de la cache. En effet, le 64 kilooctets qui va à 12 mégaoctets seconde. Et, bon, ça nous dit ici que le 4e mégaoctet est pas caché, mais en même temps, on n'a que 64 kilooctets. Tu m'étonnes que ce soit pas beaucoup. Et la mémoire, ici, ça nous dit qu'on a 8,8 mégaoctets seconde, ce qui est assez lent. Le SX va beaucoup plus rapidement que ça. Ça doit être ça qui explique en fait qu'on a un score plus mauvais dans Top Bench. La mémoire est vraiment pas fabuleuse. Donc, ben, je crois que c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer là-dessus. Donc, on va donc passer à Windows. Donc, hop, on va éjecter tout ça. Hop. Et, même débrancher, à savoir que les connecteurs qui sont utilisés sur ça, ben, c'est des connecteurs de type AMP, donc la compagnie AMP, qui est une compagnie assez réputée. Voilà. Et tout ça ici, ça c'est juste un couvert en plastique, là, mais tout le reste, tout l'intérieur, c'est un gros truc en métal, c'est super solide. C'est pas le genre de truc qui va vous briser entre les pattes. Il faut au moins donner ça avec l'aide. Leur matériel est à peu près bien fait. Donc, on va redémarrer. Donc, si vous voulez calculer le temps que ça va, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait que ça envoie un gros courant dans les lignes pour les chauffer. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais, en tout cas, ça fait des grosses lignes rouges tellement qu'il y a de courant qui passe dedans. Je saurais pas dire si c'est supposé être comme ça. Donc, vous pouvez calculer le temps pour savoir combien de temps ça met à se rendre à Windows 3.1. C'est pas très très long, là. Ah. Oh. Ah, est-ce que... Oh, ça l'a caché. Ah. Et hop. Ça arrive parfois que l'écran tactile ait un léger problème à fonctionner. Comme j'ai dit, le connecteur à l'intérieur est très très mal fait. Ça ressemble un peu à ce qu'avaient les calculatrices à l'époque. En gros, c'est le truc qui vient s'appuyer par-dessus. Et c'est très très mal fait. Non, ça fait planter l'ordi. Donc, je vais juste bidouiller un peu le machin et je reprends.
Bien, donc j'ai dû ajuster un peu l'écran. Donc j'en profite pour vous montrer encore ça ici. Voilà, donc ça fonctionne. On va retourner à Microsoft Windows. Donc le truc, c'est que en fait, l'écran fonctionne mieux quand l'ordinateur est éteint. Je peux le mettre fermé. Donc là, il n'est pas fermé totalement parce qu'il faut que le câble fasse une pression. Mais quand je laisse fermer et que si je le laisse fermer un petit moment et que je le rouvre, l'écran se remet à fonctionner pendant un long moment. Sauf que là, l'écran est resté ouvert pendant que j'ai fait la première partie de la vidéo la nuit dernière. J'ai eu le temps de dormir, de manger et là de refaire la vidéo, de transférer les fichiers. Donc c'est un peu normal qu'il commence à avoir de la difficulté. Le câble doit commencer à faire un mauvais contact. Donc, comme vous pouvez voir, ben là on est sous Windows. Il n'y a pas énormément de trucs de différents. Je peux aller dans le panneau de configuration et vous montrer les petites subtilités qui viennent avec la machine. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas très bien. Hein? Ajuster ça ici. La souris fonctionne toujours, ok. Donc, on a ici la consommation pour le processeur. Donc, on a la gestion. Donc, on va la mettre à avancer. Ok. On peut voir aussi qu'on a des petites options. On peut changer la vitesse du processeur. Je ne sais pas trop comment ajuster les pourcentages parce qu'il ne veut pas aller en dessous de 50%. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Manual Suspend, ben ça c'est quand on appuie sur le bouton ici, donc c'est manuel. Auto Suspend, ben, après 5 minutes. Et l'ordinateur peut démarrer à 1 heure précise. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Grid a aussi ajouté sa petite gestion. Donc, on a ici la gestion du rétroéclairage et du disque dur. Donc, ça c'est bien. On a ici, hop, la partie stylo qui vient de base avec Windows for Pen Computing. Donc ça vient avec tous les ordinateurs qui ont ça. Et on a ici la partie Handwriting, donc qui permet d'ajuster les trucs. On a ici, on peut calibrer l'écran. Je ne vais pas vous le montrer, vous savez tous à quoi ça ressemble. On peut ici changer entre 16 nuances de gris et 16 couleurs, donc le standard. Donc ça c'est le pilote qui vient avec Windows 3.1. Et on peut même faire tourner l'écran, donc le mettre dans les autres sens. Mais il faut mettre le truc en couleur et pas en nuances de gris. Et j'ai pas envie de redémarrer l'ordinateur 2 fois. Donc voilà. C'est ce qu'on a ici dans le panneau de configuration et c'est pas mal les seules options spécifiques à cette machine-là que vous avez. Tout le reste, c'est pas mal ce qui vient avec la machine, à part qu'on a, j'ai installé FreeCell ici parce que j'ai mis les Win32 pour avoir un meilleur support. Donc c'est un processeur 32 bits, donc voilà, je l'ai ajouté. Et ben voilà, j'aime pas jouer à FreeCell, donc tu peux partir. On a le démineur et solitaire, voilà, donc tous des trucs tout à fait corrects. J'ai installé Omnimage pour ouvrir des images. C'est un peu lent, mais ça fonctionne. J'ai installé... C'est pas Microsoft Office, j'ai juste installé le visionneur. Parce que j'ai pas besoin d'avoir toute la série Office sur cette machine-là. Tout ce que je vais avoir besoin, c'est de lire des documents. Et surtout que le disque dur a que 128 mégaoctets. Donc j'aimerais bien que le disque dur soit pas rempli de genre 30 mégaoctets de Microsoft Office. Même plus, c'est dans la quarantaine. Donc ça, je l'utilise pas. Ici, on a les Tools Pen. Donc ça vient aussi de base avec le Pen Computing. Donc c'est pas spécifique au grid. On a peut-être ici que le README qui est spécifique au grid. Donc je vais pas vous montrer les exemples, c'est pas très utile. Les applications, on a les trucs de base de MS-DOS. J'ai juste recréé ici hop, le truc qui permet de faire les disques mètres. Dans les accessoires, on a les trucs de base. Donc on a ici un petit utilitaire grid qui pour les processeurs. Donc je peux changer la forme du curseur. Donc comme vous pouvez voir ici, on a noir, blanc, l'agrandir et tout. Donc c'est vraiment un truc très simple. Là. Il y a plein de programmes gratuits que vous pouvez trouver qui fait le même genre de truc. Rien de bien passionnant. L'horloge et les autres trucs de base qui viennent avec Windows 3.1. Et je peux vous faire un petit
un petit dessin. Donc, voilà. Une paire de fesses avec des cheveux. Donc, je vais pas trop perdre mon temps là-dessus. Je me suis déjà amusé à faire ça un peu. Et voilà, quoi. C'est une tablette tactile. Et on a la calculatrice. Donc, voilà. Hein? 7 divisé par 3. Ah, voilà. Ok. Phew. Donc, hop. Et je crois que c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer. Je peux faire un autre petit truc. Vous montrer un peu la reconnaissance écrite, donc la reconnaissance de texte. Je vais aller dans... non, c'est pas dans l'application, je me mélange toujours. C'est dans... On va aller dans Notepad, ça devrait fonctionner. Donc si j'écris du texte... Donc vous voyez ici, on a un petit stylo qui apparaît dans l'écran. Allez, il faut que je sois plus proche. Voilà, hop, un petit stylo qui bouge. Donc on va écrire du texte. Donc, A-L-O-T-O-I. Voilà, ça fonctionne relativement bien. Il faut savoir comment l'utiliser. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo de LGR, vous avez remarqué que quand LGR écrivait son texte, ça faisait tout et n'importe quoi. C'est très simple, il faut juste savoir écrire le langage que comprend l'ordinateur. Donc, si par exemple, il ne comprendra pas écrire en lettres attachées. Donc là, si je fais un espace... Ah non, il n'a pas fait un espace. Voilà, je fais un espace. J'écris en lettres attachées. Allô, toi. Et voilà, il n'a absolument rien compris. Donc, il faut vraiment écrire... là, ça a fait un point. Voilà, un espace. Donc, si j'écris, par exemple, le H-I-E-N. Yeah. Ouais, j'ai pas l'habitude d'écrire de cette façon-là. Pardonnez-moi. Le... Non. Faire un espace. Non. 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 Mon Dieu. Je vais juste faire entrer, voilà. Donc, le... Ah ouais. Le... Voilà. Espace. Non. Mais non, je viens de le faire, espace. Pourquoi tu veux pas le faire? Non. Non. Voilà. On est proche. C'est supposé être le chien. Voilà. Parle. Et on est proche. On va faire un L. Merde. Voilà. Avec. Ça fait un C majuscule, mais c'est pas grave. Ça. Non, ça. Ouais, ça doit tout effacer. Non! Donc, bon, c'est pas tout à fait parfait non plus. Mais LGR faisait pas un très bon travail à démontrer comment ça fonctionnait. Là, moi, je suis de côté. Je suis même pas face à l'ordi, donc ça va vraiment très mal. Mais quand vous avez la main déposée sur l'écran et que vous écrivez le texte comme il faut, la reconnaissance de texte fonctionne à peu près bien. Donc, je l'utilise par exemple pour écrire le nom des fichiers. Donc, quand je sauvegarde un fichier texte, par exemple, ben, j'écris le nom du fichier avec le stylo et ça fonctionne bien. Après, si vous voulez écrire des trucs plus longs, je vous recommande d'écrire un mot à la fois. Donc, écrivez un mot à la fois et ça devrait à peu près bien fonctionner. Donc, je vais éteindre ça. Vous pouvez d'ailleurs ajuster le programme pour qu'il reconnaisse un peu mieux votre écriture. Donc, voilà, c'est pas parfait, mais si vous le personnalisez un peu, il devrait faire à peu près un bon travail. Et on peut tester... Ah, merde.
Voilà. La pile, ça commence à me dire que la pile est low. Mais, weapon battery is low. On peut... Là, on peut utiliser un clavier virtuel. Voilà. Il y a absolument tout ce que vous aurez besoin. On peut même changer la vitesse du processeur, éteindre le haut-parleur, changer la couleur, inverser la couleur et mettre le disque en veille. Là, le disque s'est éteint, je vais réappuyer. Il faut que je tape un truc. D-I-R, le disque devrait reprendre. Voilà. Donc il a repris. Et si je tape Exit, on retourne au menu. Et si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs complètement partir vers MS-DOS, mais on va aller faire un tour dans la configuration. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Non. Si. Et voilà. Donc, on a ici les informations du système. Donc, il y a le modem intégré, c'était en option. Donc, celui-là a le modem. Donc, 2400 baud, le checksum, le nombre de mémoire DOS, la mémoire libre, la mémoire totale et la taille du disque dur qui est de 123 mégaoctets. Les options de... j'ai oublié. On peut changer, dire que le disque dur se met en veille après 5 minutes. Dire qu'il n'y a pas d'alarme pour la pile, désactiver le mode veille, mettre un auto mode veille, donc là il se met en auto après 5 minutes, le rétroéclairage s'éteint après 2 minutes, donc vous pouvez changer tout ça. Et quand la pile est toujours bonne, ben les données sont sauvegardées. Là. Moi j'ai pas le choix de le changer à chaque fois parce qu'il n'y a plus de pile. On peut désactiver le modem, c'est assez bien, donc là il est sur le COM2, on a le COM1 qui est le port que je vous ai montré à l'arrière. Le serial pin setting, donc ligne et barcode, je ne sais pas à quoi ça sert. Le port parallèle, on peut le désactiver, le mettre en LPT1 ou en LPT2. Les options du système, on peut dire de démarrer sur disque dur ou sur disquette, mais bon, là, le lecteur de disquette ne fonctionne pas du tout. Dire que l'ordinateur démarre en mode lent ou rapide, ou turbo si vous préférez. Le clavier en mode 101 ou 102 touches. Activer. Quand on appuie sur une touche, ça fait un clic. Vous l'entendez pas, mais ça fait un clic. Et éteindre et ouvrir le haut-parleur. On a les options vidéo. Donc on peut mettre LCD externe, donc le CRT en VGA, ou les deux. On peut inverser la vidéo. Oula. Voilà, off. On peut changer la couleur de base, mais bon là ça donne pas grand chose ici. On peut changer le texte, dire qu'il est gras ou pas gras. Mettre un contraste plus élevé. Changer la couleur du frame. Et dire expand mode. Ça je suis pas trop sûr, mais je suppose que si vous avez une application en 320 par 200 pixels, il va l'agrandir à l'écran. Et la position de l'écran, ben, vous pouvez mettre center, bottom. Ça, c'est quand vous avez pas l'image n'est pas complètement pleine, donc vous êtes dans un mode comme par exemple 320 par 200. Et le wake up from standby, donc ça c'est pas très utile. Donc, on va sortir et aller à MS-DOS. Bien. Donc, je vais éteindre tout ça. Voilà. Et je vais reprendre avec la vision où on me voit par là. Donc voilà. On est maintenant à la fin de cette vidéo. Sachez que là en ce moment je filme ça, mais on doit être minimum un mois plus tard. Et ben voilà, la barbe a poussé et voilà.
J'ai déjà commencé à faire le montage d'ailleurs, là. Donc ce que je filme là, c'est la toute fin de la vidéo et je vais l'exporter sur l'ordi et la vidéo va être terminée d'être montée, ça va être exporté et mis sur YouTube. Ça devrait être très long d'ailleurs parce que cette vidéo, je crois que c'est maintenant ma vidéo la plus longue que j'ai sur ma chaîne. La vidéo la plus longue qu'il y avait avant, c'était celle du montage du 486 qui faisait cinquantaine de minutes, ou celle des cartes ISA, je crois, qui faisait près d'une heure elle aussi. Donc voilà, j'en fais pas souvent des vidéos d'une heure, donc j'espère que vous saurez me pardonner. Mais surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait de vidéo. J'en ai sorti une il y a quelques jours, je crois. Mais il y a eu un très long moment où il n'y a rien eu entre. Donc, on va terminer. Enfin, ça fait longtemps que je veux terminer cette vidéo-là, mais j'avais pas l'envie. Donc, voilà. C'était la vidéo sur le GridPad 2260. C'est maintenant ma vidéo est maintenant la vidéo qui couvre le mieux cette machine-là. La seule vidéo qu'il y a vraiment sur cette machine-là qui en discute, c'est mal filmé, en basse qualité et c'est en anglais. Donc on a la vidéo sur ça fait dans un vrai langage. Donc voilà. Non, mais plus sérieusement, je suis assez content d'avoir cette machine-là en ma possession maintenant. Merci beaucoup, Zerek. C'est une magnifique machine pour pouvoir s'amuser avec. Vous avez entre vos pattes un 386 transportable avec un disque dur. Je veux dire, que demander de plus, ou un collant. Que demander de plus. Donc, vous pouvez bidouiller facilement vos vieux programmes et tout ça avec ce genre de machine-là très facilement. Et voilà, c'est juste une excellente machine. Malheureusement, si vous en voulez une, vous allez chercher très longtemps et vous allez payer très cher. Ces machines-là sont pas données du tout. J'ai été chanceux de pouvoir les changer et en avoir une dans ma possession. Je suis juste très satisfait. La machine est un peu entre de meilleures mains maintenant, donc cette machine-là, je vais lui faire très attention. Ça va être comme à la prunelle de mes yeux. Et je vais probablement vous la remontrer à quelques reprises dans les vidéos pour diverses raisons, comme par exemple si j'ai à tester certains programmes MS-DOS et que je vais vous montrer ça facilement, à faire ça dans cette pièce ici. Parce qu'il faut comprendre que c'est la seule pièce où je peux avoir le trépied et faire des trucs, parce que le trépied doit faire 40 cm de haut, donc j'ai pas le choix de le mettre sur l'étagère. Donc si je veux filmer autre chose, ça va mal ailleurs. Donc voilà, si je veux filmer des trucs avec en bonne qualité avec cette caméra-là, voilà, j'ai pas le choix de faire ça dans cette pièce. Et voilà. D'ailleurs, un petit retour sur le stylet. Les piles, ça doit faire maintenant 2 mois qu'elles sont dedans et je les ai pas changées, elles sont toujours bonnes. Donc ce stylet-là consomme pas les piles, il les mange pas, c'est très bien. Je m'attendais à beaucoup pire que ça, genre devoir changer les piles aux 2 semaines, mais non, ça dure très longtemps les piles à l'intérieur. Et voilà, c'est pas mal tout ce que je peux dire sur cette machine-là. Pour le moment, je trouve que j'en ai assez dit, là, la vidéo doit être 1h05 ou 1h10 minutes. Donc je crois que j'en ai assez dit, vous en avez assez entendu parler. Ceux qui se rendront jusqu'à la fin, bravo. Je vous ai sous-estimé. Mais, voilà. Donc, juste avant de terminer la vidéo, le dernier truc que je peux vous montrer, c'est l'extension mémoire. Je ne l'ai pas faite. Je crois que j'avais dit que je voulais le faire, mais je ne l'ai pas faite. Donc, je vais dévisser ça sur place ici, devant vos yeux ébahis. Et je vais pouvoir vous montrer le module mémoire. Puisque dans la vidéo au début je dis que je pourrais, je me souviens pas si je le dis, mais je sais que je peux facilement faire comprendre comment la carte fonctionne assez facilement. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Parce que cette carte-là a que 4 mégaoctets, c'est vraiment très limitant 4 mégaoctets. Mais je suis sûr que je peux facilement faire des plans
dans un AutoCAD et les envoyer à un Chinois pour qu'il me refasse le PCB. Donc, hop, on va faire la mise au point. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, hop, c'est simplement ça la mémoire. Donc, j'ai l'impression que le PCB, c'est juste un 3 couches. Donc, on a ça ici, on a le... Ouh là là. On a les pistes sur le dessus ici, on a la mise, la piste ground dessus, et à l'arrière, on a des autres pistes. Donc, je suis sûr que si je refais un truc virtuel en CAD et que je l'envoie en Chine, il pourrait même me refaire la carte. Et moi, tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre les petits condensateurs et la RAM. Donc, voilà, c'est tout. Donc, je suis sûr que grâce à ça, je pourrais probablement mettre 8 mégaoctets dans la machine. Donc, hop, on va refaire. Voilà, une mise au point. Donc, voilà. J'ai assez parlé pour le moment. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo beaucoup trop longue sur le grid. Et à la prochaine.